C'est une affaire particulièrement troublante. Une famille unie, brisée par un meurtre violent. Et la réalisation que la personne qu'on aime et qu'on admire le plus cache son vrai visage derrière un masque. Wellington se trouve à l'ouest du comté de Palm Beach, en Floride. En 1987, Wellington est encore en plein développement et il y a peu de résidents. Toute la zone alentour est étroitement liée à l'industrie équestre. En 1987, Marlene Warren, 37 ans, son mari Michael et leurs 2 fils emménagent à l'Aéroclub de Wellington, un quartier résidentiel privé très huppé. Ma mère était une belle femme. Elle avait des cheveux blonds cuivrés et un sourire magnifique. Sa seule ambition était de nous aimer et de nous élever avec bienveillance, ce qu'elle a fait. Quand on était petit et qu'il fallait faire le ménage, elle mettait de la musique pour que ce soit moins rébarbatif. Et elle avait le chic pour toujours voir le bon côté des choses, même des corvées. Marlene et Michael Warren géraient plusieurs affaires, notamment des maisons à louer. C'est Marlene qui gérait les propriétés, tandis que Michael dirigeait une entreprise appelée Bargain Motors, qui faisait à la fois de la vente et de la location de véhicules. On a perdu notre père biologique quand j'étais très jeune. Et moi et mon frère John, on aimait notre beau-père, Michael Warren, parce que c'était un homme entreprenant. Et on l'appelait papa. Une fois les enfants devenus grands, Michael profite de tout ce que Wellington a à offrir. Il s'achète un avion, investit dans les chevaux de course et fréquente les hippodromes. Marlene, quant à elle, profite de son temps libre pour s'adonner à une de ses passions. Ma mère peignait tout ce qui l'inspirait. Et elle adorait les clowns. Elle disait qu'elle trouvait que les clowns montraient leurs émotions alors que la plupart des gens les cachaient. Ça lui plaisait parce qu'ils pouvaient exprimer la joie, la tristesse, le chagrin avec un masque. Selon toutes les apparences, Michael et Marlene formaient un couple uni qui faisait tout pour réaliser ses rêves. En 1988, un an à peine après leur installation à Wellington, les Warren vont vivre une terrible tragédie qui va bouleverser à jamais l'équilibre de la famille. Moi et mon frère, John, on était très proches. Il avait 2 ans de plus que moi. On faisait du vélo ensemble, on allait voir les copains, on s'amusait bien. Et en 1988, à 22 ans, mon frère a eu un accident de voiture et a succombé à une hémorragie interne. Ça a été un tel choc pour moi que j'en suis resté sans voix. Ça a été un vrai traumatisme. Mais ma mère s'obligeait à être forte parce qu'elle savait qu'elle devait l'être pour moi. La famille Warren peine à se remettre de la mort de John. Et moins de 2 ans plus tard, le 26 mai 1990, Marlene Warren est chez elle et prépare le petit déjeuner pour Joseph et quelques-uns de ses amis. Des copains étaient venus la veille et avaient dormi à la maison. Et ce matin-là, entre 9h et 10h, on prenait le petit déjeuner en regardant la télé dans le salon, près de la porte d'entrée qui était une double porte vitrée. Un de mes amis a dit « Il y a quelqu'un à la porte ». Ma mère a dit « J'y vais ». Joe voit sa mère ouvrir la porte et a la surprise de voir un clown dans l'entrée. J'ai entendu ma mère dire « Oh, c'est adorable ». Et puis, j'ai entendu comme un ballon qui éclatait. Et elle est tombée. Mes amis et moi, on n'a pas tout de suite compris ce qui se passait. On était déboussolés. À ce moment-là, le clown était penché sur ma mère et il nous regardait.
Et puis il est parti. Je me suis précipité vers ma mère. Elle crachait du sang et n'arrivait pas à respirer. J'ai vu que ses dents avaient toutes été cassées. C'était vraiment horrible. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'on lui avait tiré dans la bouche. Le bruit que j'avais entendu, c'était un coup de feu. Et là, j'ai vu le clown monter dans une Chrysler Le Baron blanche et partir sans se presser. La voiture était là, au milieu de l'allée, devant le perron. Et après avoir tiré, il est remonté en voiture comme si de rien n'était et il est reparti tranquillement. À ce moment-là, j'étais dans la cuisine en train d'appeler les secours. J'ai dit ce qui s'était passé, j'ai raccroché. Mes amis sont restés auprès de ma mère et je me suis lancé à sa poursuite. J'ai conduit très vite, brûlé des feux rouges, fait des demi-tours n'importe où, pied au plancher. Je voulais le retrouver pour lui rentrer dedans. Pendant que Joe poursuit la Chrysler blanche, les secours arrivent sur les lieux. Marlene a reçu une balle dans la bouche et elle est inconsciente. Toujours vivante, Marlene est emmenée à l'hôpital, pendant que Joe continue de poursuivre la voiture blanche. J'ai poursuivi la voiture jusqu'au Southern Boulevard et je l'ai perdu de vue. J'ai dû faire demi-tour. Quand je suis revenu, ça grouillait de policiers dans la maison et autour, mais ma mère n'était plus là. Les policiers m'ont dit que son état était stable et qu'elle était en route pour l'hôpital. Et puis ils m'ont interrogé. Joe et ses amis sont formels. Il s'agissait d'un clown avec un déguisement multicolore, grand, mince, avec une silhouette plutôt masculine. Le clown mesurait environ 1,80 m. Il avait un gros nez orange, le visage maquillé en blanc, avec une perruque orange, mais il n'avait pas de chaussures de clown. Il portait des Rangers. C'est arrivé si vite. Et j'étais tellement sous le choc et déboussolé, je me disais, pourquoi? Je ne savais pas qui ça pouvait être. En dépit du maquillage blanc et de la perruque, il y a un détail qui n'a pas échappé à Joe concernant ce clown. Après avoir tiré sur ma mère, le clown m'a regardé dans les yeux et j'ai bien vu son regard. Il avait de grands yeux marrons. En interrogeant les témoins, les enquêteurs apprennent qu'après avoir tiré sur Marlene, le clown est reparti en emportant l'arme avec lui. Mais la police ne retrouve aucune douille sur place. L'absence de douille laisse penser que l'arme utilisée est probablement un revolver. Contrairement à un pistolet, un revolver n'éjecte pas la douille au moment du tir. Les enquêteurs retrouvent un panier blanc contenant des fleurs blanches et rouges et 2 ballons, dont l'un porte l'inscription « Tu es la meilleure ». Ils ont emporté le tapis de l'entrée. Ils ont tout passé au peigne fin, y compris la poignée de porte. Bref, ils ont recueilli le maximum d'indices possibles. Pendant que j'étais à la maison, j'ai appelé mon père sur son téléphone de voiture. Il allait à l'hippodrome voir un de ses chevaux courir. Je me souviens que je lui ai dit « On a tiré sur maman. Je crois qu'elle va mourir. » Il ne comprenait pas. « Quoi? Comment ça? Il s'est passé quoi? » Je ne suis pas rentré dans les détails. Je lui ai juste dit de rentrer. Marlene est entre la vie et la mort. La police laisse Joe et Michael aller à l'hôpital où les médecins font tout ce qui est en leur pouvoir pour la sauver. Sa blessure est terrible. La balle est entrée par la bouche, a traversé les dents et l'arrière de la gorge.
Ils l'ont opéré et ils ont réussi à extraire la balle qui s'était logée dans la colonne vertébrale. C'est une balle de calibre 38. Les médecins parviennent à la maintenir en vie, mais elle est malheureusement inconsciente. Tout ce dont je me souviens, quand on était à l'hôpital, c'est que je ne voulais pas quitter sa chambre. Je lui tenais la main en espérant une réaction. Je voulais qu'elle serre ma main, qu'elle cligne des yeux, n'importe quoi. À l'hôpital, la police interroge Michael Warren, le mari de Marlene. Quand un crime de ce type est commis, le conjoint est toujours le premier soupçonné. Mais Michael Warren a un alibi en béton. Il était en voiture, avec des amis, en route pour un hippodrome, à 1 heure de là. Ce n'était pas lui sous ce déguisement de clown. Mais la police lui demande qui aurait pu en vouloir à Marlene. Il n'en sait rien, mais ajoute qu'elle gère toutes les propriétés qu'il loue, c'est-à-dire une vingtaine, et que c'était peut-être un locataire mécontent, et qu'il fallait peut-être chercher de ce côté. Marlene Warren, 40 ans, est actuellement entre la vie et la mort dans cet hôpital. Elle a été agressée chez elle samedi par une personne déguisée en clown. D'après ses locataires, en dépit de quelques expulsions, Marlene Warren était très appréciée. Elle est comme une sœur. Je voulais qu'elle soit la marraine de mon enfant. Tous les témoignages recueillis par la police confirment qu'elle était appréciée de tous. Les enquêteurs sont intrigués par le choix du déguisement de clown, jusqu'à ce que la famille de Marlene leur explique qu'elle adorait les clowns. Ce n'est pas un hasard si la personne qui voulait la tuer savait non seulement qu'elle serait chez elle, mais aussi qu'elle aimait suffisamment les clowns pour ouvrir sa porte si un clown sonnait chez elle. Marlene Warren était donc bien la cible. Mais on ne lui connaissait pas d'ennemis, donc les enquêteurs n'ont aucune piste. En dépit des efforts des médecins, Marlene ne reprend jamais conscience. 2 jours après l'agression, les médecins débranchent les machines qui la maintiennent en vie et elle meurt entourée de sa famille. Quand ma mère est morte, j'étais perdu. J'avais l'impression de voir la meilleure chose de ma vie s'en aller et de me retrouver tout seul. La mort de Marlene provoque un véritable vent de panique à Wellington. Et pour cause. Un clown meurtrier vient d'assassiner une femme sans mobile apparent. Tout le monde est sur les nerfs. Et les gens appellent la police dès qu'ils aperçoivent un clown. La police reçoit de nombreux signalements, mais aucun ne correspond au clown qu'a vu Joe. Toutefois, au bout de 4 jours, les autorités reçoivent un autre appel. La Chrysler Le Baron Blanche a été retrouvée abandonnée sur le parking d'un centre commercial. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit probablement de la voiture du meurtrier. Elle est sur le parking depuis plusieurs jours, à seulement 12 km du domicile des Warren. Elle est remorquée jusqu'au bureau du shérif pour y être fouillée. Dans la voiture, ils récupèrent les 4 tapis de sol, sur lesquels se trouvent différents résidus, notamment des fibres oranges. Les enquêteurs estiment que ces fibres oranges pourraient très bien provenir d'une perruque de clown. Et ils trouvent également de longs cheveux bruns. Les enquêteurs tentent désormais de savoir d'où vient le déguisement de clown. Ils appellent alors les boutiques spécialisées pour voir si l'une d'elles a vendu ce type de déguisement récemment. Et ils trouvent ce qu'ils cherchent. À la fin des années 80, je travaillais à temps partiel dans une boutique appelée Capezio Spotlight, qui était le seul endroit en ville où on pouvait trouver toutes sortes de déguisements. Le 24 mai 1990, je venais de fermer la boutique quand quelqu'un a frappé à la porte. J'ai vu que c'était une femme, avec de longs cheveux bruns et de grands yeux marrons. Je lui ai dit « C'est fermé, revenez demain ». Et elle a dit « Oh non ». Elle était très insistante et voulait un déguisement de clown. Je lui ai ouvert.
J'ai sorti un déguisement qui était rose d'un côté et de l'autre, jaune et orange. Et j'ai choisi une perruque orange. Et elle a dit que c'était parfait. En tout, la cliente achète du maquillage blanc, un déguisement et un nez de clown, une perruque, et elle paye en liquide. Ce qui veut dire que la police n'a aucun moyen de remonter jusqu'à elle. J'ai remarqué qu'elle était très grande. Elle portait un jean, une chemise d'homme en jean et des Rangers. Et quand elle était de dos, si elle n'avait pas eu les cheveux longs, je l'aurais prise pour un homme. C'est peut-être une coïncidence que cette femme ait acheté un déguisement de clown 2 jours à peine avant le meurtre. Mais les enquêteurs sont suspicieux. Ils doivent désormais trouver d'où proviennent les fleurs et les ballons. Ils finissent par dénicher la boutique qui vend précisément ce panier de fleurs et ces ballons. 2 employés se souviennent qu'une femme, grande, avec de longs cheveux bruns et les yeux marrons, a acheté précisément ce panier et ces ballons le matin même du meurtre. Quand les enquêteurs font la synthèse de tous ces témoignages, il faut se rendre à l'évidence. Ce clown meurtrier qui avait été décrit comme étant un homme est peut-être bien une femme. Quatre jours après son décès, Marlene est enterrée. À ce moment-là, j'étais en mode survie. Je me souviens que j'étais totalement apathique. C'était un tel déchirement de me dire qu'elle était morte. J'ai perdu une partie de moi ce jour-là. Joe est aussi une victime. Il a été affreusement traumatisé de voir ce clown tirer sur sa mère et la tuer. Être témoin de ça, ça m'a tellement choqué que mon cerveau a fait un blocage. J'avais très peur. Je ne suis pas retourné à la maison, je ne pouvais pas. J'étais peut-être en danger, moi aussi. J'en ai parlé à mon père, je lui ai dit qu'il valait mieux que je m'en aille, et je suis allé vivre chez mes grands-parents. À partir de là, Joe se retrouve tout seul. Mais il continue d'essayer d'aider la police, qu'il interroge une nouvelle fois pour voir s'il se souvient de quoi que ce soit qui pourrait faire avancer l'enquête. J'ai dit aux enquêteurs qu'après la mort de mon frère, c'est tout juste si on arrivait à se lever le matin, à se brosser les dents, se doucher. Un matin, avant qu'il parte travailler, ma mère a dit à Michael, « On a besoin de toi ici. On vient de perdre un fils. » Mais il s'est encore plus éloigné. Une semaine avant d'être tué, ma mère m'a pris à part et m'a dit, « Je crois que ton père ne m'aime plus. Je vais le quitter. » Je refusais d'y croire. Cette information a éveillé la curiosité de la police parce que si le couple divorçait, ça constituait un mobile financier pour tuer Marlene Warren plutôt que de lui verser une compensation en cas de divorce. La police a découvert que les maisons en location étaient au nom de Marlene. Et celui qui aurait bénéficié financièrement de la mort de Marlene, c'était Michael Warren. Il était même le seul bénéficiaire de tous leurs avoirs. Tandis que la police s'intéresse de plus près à Michael Warren, elle reçoit une information cruciale concernant la Chrysler blanche abandonnée dans laquelle le clown a pris la fuite. Cette Chrysler blanche appartenait à Payless, une agence de location de voitures du comté de Palm Beach. Un couple avait loué cette Chrysler et pour la rendre à l'agence, ils ont regardé dans les pages jaunes et ont appelé ce qu'ils pensaient être le numéro de Payless. Le parking de l'agence était fermé. Donc la personne qui a répondu au téléphone leur a dit de garer la voiture dans la rue, près de l'agence, et de laisser les clés dans le pare-soleil. Ils ont fait ce qu'on leur a dit et sont repartis. Sauf que Payless n'a jamais récupéré cette voiture. Elle a déclaré volée environ 4 semaines avant le meurtre de Marlene Warren.
La police découvre que le couple pensait appeler le numéro de Payless, alors qu'il s'agissait en fait de celui de l'agence de location concurrente, Bargain Motors. Michael Warren avait mis des pubs dans les pages jaunes où il était écrit « Agence de location Bargain » en tout petit et « Payless », c'est-à-dire « payer moins » en très gros. Donc, très souvent, les gens les appelaient pour rendre les voitures qu'ils avaient louées chez Payless, et Michael Warren profitait de cette confusion pour les voler. Maintenant qu'ils savent que l'entreprise de Michael a un lien avec la Chrysler volée, les enquêteurs décident qu'il est temps d'interroger les employés de l'agence. Quand on leur a posé des questions sur la Chrysler blanche, tous les employés de l'agence, y compris Michael Warren, ont nié être au courant ou l'avoir volée. Mais le plus intéressant, c'est qu'en allant à l'agence de Michael, les enquêteurs ont découvert qu'il avait une liaison avec une femme chargée du recouvrement de créances. Sheila Keane dirigeait une agence spécialisée dans la récupération de véhicules avec son mari Richard Keane et travaillait notamment pour le compte de Michael Warren. Et il était de notoriété publique chez Bargain Motors que Sheila Keane et Michael Warren avaient une liaison. Non seulement elle a une liaison avec le mari de Marlene Warren, mais elle correspond aussi parfaitement à la description de la femme qui a acheté le déguisement de clown, les fleurs et les ballons. Une femme aux longs cheveux bruns et aux yeux marrons. Et ce n'est pas tout. Le recouvrement de créances est un métier dangereux, donc elle a une arme. Et elle porte souvent des Rangers. Les enquêteurs découvrent autre chose. Bien qu'ils dirigent l'agence ensemble, elle et son mari sont séparés. Elle vit seule dans un appartement. Après avoir réuni tous ces éléments, la police décide d'interroger Michael Warren et Sheila Keane séparément. Avez-vous une liaison avec Sheila? Non. Vous êtes bien sûr? Oui. Formelle. Michael maintient que leur relation est purement professionnelle et Sheila dit la même chose. De nombreux témoins nous ont dit que vous étiez plus qu'amis. Que vous couchiez ensemble, pour être précis. Non, il n'y a rien de sexuel entre nous. Elle tente également de fournir un alibi pour le jour du meurtre. Elle affirme qu'elle était en train de récupérer des voitures. Et en chemin, vous vous êtes arrêté? Vous avez parlé à quelqu'un? Non. Quand on lui demande où elle était exactement et quelle voiture elle a récupérée, elle refuse de donner des détails. Je voulais vous parler de votre arme. J'en ai pas. Vous n'en avez jamais eu? Si, quand je vivais avec mon mari. Mais quand on a déménagé, elle a disparu. C'était quoi? Un 38 spécial. Dès que les enquêteurs apprennent que Sheila Keane a possédé un revolver de calibre 38, le même calibre que la balle qui a tué Marlene, ils insistent. Comment se fait-il que tous les indices semblent pointer vers vous? Je dis la vérité. Donc si quelqu'un dit qu'il m'a vu, ou qu'il a vu quelqu'un qui me ressemblait, il va me falloir un avocat. Dès que Sheila réclame un avocat, l'interrogatoire est terminé. Mais entre son alibi douteux et le calibre 38 qui a disparu, pour les enquêteurs, c'est la suspecte numéro 1. Ils font donc venir la vendeuse de déguisement pour voir si elle peut identifier Sheila Keane parmi plusieurs photos. Ce que je tiens là, c'est ce qu'on m'a montré au bureau du shérif. Et là, c'est la photo de la femme que j'ai reconnue. Ces grands yeux marrons, je les ai tout de suite reconnus. Et évidemment, ses longs cheveux bruns. Elle a identifié formellement Sheila Keane comme étant la femme qui avait acheté le déguisement de clown. On se demandait au début qui avait pu tuer cette mère de famille qui n'avait aucun ennemi. Mais il semble bien qu'il y avait quelqu'un qui voulait le mari de Marlene pour elle toute seule. La police obtient un mandat de perquisition pour l'appartement de Sheila Keane.
2 semaines après le meurtre, le 11 juin 1990, la police trouve chez Sheila Keane des rangers ainsi que des fibres oranges qui semblent correspondre à la perruque et aux fibres retrouvées dans la voiture. En plus des fibres oranges, la police trouve également du maquillage pour clown. Donc, à première vue, le bureau du shérif dispose désormais de suffisamment d'éléments et de preuves pour considérer que Sheila Keane est impliquée dans ce meurtre. Mais sans le déguisement et sans l'arme du crime, la police ne peut pas la relier avec certitude au meurtre. La police procède à des prélèvements biologiques, notamment des cheveux de Sheila Keane, et les envoie au FBI pour voir s'ils correspondent aux cheveux retrouvés dans la Chrysler blanche. À l'époque, le FBI n'est pas parvenu à déterminer si toutes les fibres retrouvées provenaient de la même source, ni même d'une perruque de clown. La seule certitude était que les cheveux retrouvés dans la Chrysler avaient la même apparence que ceux de Sheila Keane. La recherche ADN n'était pas encore répandue. Ce qui veut dire qu'il n'y avait que des preuves indirectes. Les enquêteurs m'ont dit qu'ils avaient un suspect, mais qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils n'avaient pas assez d'éléments pour arrêter qui que ce soit, et ils devaient continuer à chercher. Pendant tout ce temps, je me demandais si je le connaissais. Est-ce que je connais l'assassin de ma mère? Et je repensais à ses yeux. Mais je n'arrivais pas à savoir. Environ 1 an après le meurtre, les médias finissent par avoir vent de la liaison entre Sheila et Michael. Et ils en font leur chou gras. Au bout d'un certain temps, j'ai découvert dans la presse que mon père et Sheila avaient une liaison et qu'ils étaient impliqués dans le meurtre de ma mère. Pour moi, c'était juste une énigme incompréhensible. Après tout, c'était mon père, le seul que j'avais connu en 20 ans. Je me disais, oui, c'est vrai, mes parents traversaient une période difficile, mais de là à commettre un meurtre, pas lui. Contrairement à Joe, les médias n'ont aucun mal à imaginer Michael en meurtrier et le harcèlent sans relâche. Alors Michael décide de participer à une émission de radio pour se défendre et il vient avec Joe. Pourquoi avoir accepté notre invitation? Eh ben, je me suis dit que, puisque le shérif pouvait se permettre de proférer des accusations contre moi qui ont eu pour conséquence un procès médiatique, il fallait que je m'exprime pour me défendre. À quel moment la police a-t-elle commencé à vous soupçonner d'être impliqué? Comment ça se fait? Que s'est-il passé? Je dirais... Dès le début. Dès le début. Ah oui, dès le début. Ils vous ont interrogé sur votre beau-père, Joe? Oui. Que vous ont-ils demandé? Et quelles étaient ses occupations, ce qu'il faisait dans la vie, tout ça. Ils m'ont dit qu'ils avaient des gens qui étaient sur lui, mais qu'ils n'avaient rien pu prouver. Et ils ont essayé de retourner la situation. Malgré l'acharnement médiatique et les rumeurs, Joe soutient son père et est convaincu de son innocence. Vous pensez qu'il y avait quelque chose entre Sheila Keane et votre beau-père? Non, ils travaillaient juste ensemble. À la radio, je l'ai défendu parce qu'il n'y avait rien qui prouvait sa culpabilité. Et puis, 1 an après le meurtre de Marlene, la police reçoit un appel qui pourrait bien permettre d'écarter définitivement Michael et Sheila en tant que suspects. En 1991, un détenu du nom d'Edward Barr a dit à son codétenu que c'était lui qui avait tué Marlene Warren. Un inspecteur de la police de Portland, dans le Maine, contacte le bureau du shérif du comté de Palm Beach parce qu'un détenu du nom d'Edward Barr aurait avoué à un codétenu qu'il avait assassiné une femme à Wellington. Edward Barr a raconté que, déguisé en clown, il avait tué une femme à West Palm Beach à la demande de son mari, qui voulait toucher la prime de son assurance vie. Et qu'une femme était allée acheter le déguisement de clown pour lui.
Edward Barr vivait effectivement dans le comté de Palm Beach au moment du meurtre de Marlene Warren, avant d'être incarcéré à Portland pour un braquage à main armée. Les enquêteurs de Palm Beach se rendent dans le Maine pour l'interroger et voir si son histoire tient la route. Edward Barr a déclaré qu'il avait travaillé quelque temps chez Bargain Motors, mais les enquêteurs n'ont rien trouvé qui corroborait ses dires. Et lorsqu'il décrit le déguisement de clown, il parle d'une perruque verte, alors qu'elle était orange. Et il ne correspond pas à la description physique du clown. Edward Barr était un homme corpulent, de plus de 100 kilos, et au moment du meurtre, il avait une barbe très fournie. Les témoins oculaires n'ont pas parlé de barbe, et elle aurait été très difficile à cacher sous le maquillage. Lorsque les enquêteurs le poussent dans ses retranchements, il se ferme, réclame un avocat et les choses en restent là. Il devient vite évident qu'Edward Barr n'est pas celui qui a tué Marlene Warren. Il a avoué un crime qu'il n'avait pas commis dans l'espoir d'obtenir un allègement de peine pour son braquage. J'ai demandé aux inspecteurs pourquoi l'homme qui s'était dénoncé n'avait pas été mis en examen pour le meurtre de ma mère. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je sois patient et que je ne perde pas espoir. Mais après le meurtre de ma mère, j'avais peur de tout. J'étais vraiment mal. Je souffrais de stress post-traumatique. J'étais apathique. Je n'arrivais plus à vivre normalement. Mon père m'avait promis de me donner la moitié de l'assurance vie pour m'aider à aller de l'avant. Mais à chaque fois, il me disait que l'argent n'avait toujours pas été versé. J'ai fini par appeler la compagnie d'assurance et ils m'ont dit qu'ils avaient versé la prime 30 jours après le meurtre. J'en revenais pas. J'étais sous le choc, sans voix. C'est là que j'ai vraiment compris que Michael était peut-être impliqué dans le meurtre de ma mère. Michael et Sheila ont toujours nié avoir eu une liaison et la police n'a jamais pu prouver l'implication de Michael dans le meurtre. Mais l'enquête va révéler qu'il s'est rendu coupable d'un autre crime crapuleux. En 1992, 2 ans après le meurtre de sa femme, Michael Warren est arrêté pour escroquerie et extorsion. Michael Warren avait l'habitude de trafiquer les compteurs de ses voitures pour pouvoir les vendre plus cher. Il cherchait à se faire de l'argent facile, mais il a fini par se faire prendre. En 1994, Michael Warren est condamné à 9 ans de prison. Pendant ce temps, Joe essaie de tourner la page. J'ai travaillé comme couvreur et menuisier, mais j'avais tellement de problèmes que j'ai sombré dans la drogue et l'alcool. Tous les ans, j'appelais le bureau du shérif, ivre et agressif. Je leur hurlais dessus, je voulais qu'ils se bougent. Je cherchais de l'aide, mais je n'en trouvais pas. En vertu des lois de Floride sur l'application des peines, Michael Warren est libéré en 1997 après avoir passé moins de 4 ans en prison. Quand Mike est sorti de prison, je ne voulais plus jamais le voir, parce que j'avais peur de lui. J'ai essayé de reprendre le cours de ma vie, mais j'avais vraiment peur. Et j'ai vécu dans la peur pendant longtemps. Les autorités perdent la trace de Michael Warren et Sheila Keene. Et l'affaire tombe peu à peu dans l'oubli. Et puis, plus de 20 ans plus tard, l'enquête est relancée, quand la police de Palm Beach se voit allouer un financement pour rouvrir des affaires non résolues. Avant 2013, on n'avait rien de concret. Mais désormais, les avancées dans la recherche ADN pouvaient changer la donne. Les preuves physiques retrouvées dans la Chrysler Le Baron et sur la scène de crime, ainsi que les fibres oranges et les cheveux, ont été renvoyées au laboratoire du FBI dans l'espoir de trouver des traces biologiques ou ADN appartenant au meurtrier. On a demandé au laboratoire de réexaminer en détail les moindres interstices du panier, ainsi que les rubans et les ballons pour vérifier si on n'était pas passé à côté de quelque chose.
Ça a pris des années parce que c'était une vieille affaire et que les affaires les plus récentes avaient la priorité. En 2016, les enquêteurs reçoivent les résultats du laboratoire et tiennent enfin quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête. Sous un microscope puissant, les techniciens du labo ont repéré emmêlée dans un ruban du ballon une fibre orange similaire à celle retrouvée dans la voiture et dans l'appartement de Sheila Keene. Et donc, ils ont conclu que toutes ces fibres synthétiques avaient la même composition chimique. Les cheveux retrouvés dans la voiture ont fait l'objet d'une recherche ADN. Et les résultats désignent la suspecte principale du meurtre à l'époque, Sheila Keene. Au bout de 27 ans, les enquêteurs ont enfin une preuve formelle qui relie Sheila Keene à la voiture abandonnée et à la scène de crime. En août 2017, un mandat d'arrêt est émis contre Sheila Keene pour meurtre avec préméditation. Grâce à nos bases de données, j'ai pu remonter jusqu'à une maison à Abingdon, en Virginie, dont la propriétaire n'était autre que Sheila Keene. Les enquêteurs découvrent également que durant les années où ils ont perdu sa trace, Sheila s'est mariée, environ 10 ans après le meurtre de Marlene, avec Michael Warren. Michael et Sheila se sont mariés quand Michael est sorti de prison en 1997. Ils se sont installés en Virginie et ont ouvert un restaurant dans le Tennessee. Le fait que Sheila Keene et Michael Warren se soient mariés n'a fait que confirmer ce qu'on soupçonnait depuis le début. Puis, les enquêteurs découvrent une photo choquante de sa vie dans le Tennessee. Voici une photo de Sheila Keene Warren, dans le restaurant qu'ils possédaient tous les deux, dans la cuisine plus précisément. Elle a été prise le jour d'Halloween, et vous remarquerez que Sheila avait donc choisi ce jour-là de se déguiser en clown. Ça en dit long. Et ce n'est probablement pas une coïncidence. La personne qui a tué la première femme de Michael était déguisée en clown. On avait retrouvé du maquillage de clown dans l'appartement de Sheila lors de la perquisition. Et là encore, Sheila porte un déguisement et un maquillage de clown des années plus tard. Vu ses antécédents, elle aurait pu s'abstenir, mais après avoir refait sa vie ailleurs, elle est retombée dans ses travers. Ça fait froid dans le dos de l'avoir déguisée comme ça, sachant qu'elle était la principale suspecte d'un meurtre depuis toutes ces années. C'était elle qu'on soupçonnait d'être la personne qui s'était déguisée en clown et qui avait tué Marlene Warren en lui tirant une balle dans la bouche. On aurait pu penser que ce serait le dernier déguisement qu'elle choisirait pour s'amuser. Le 26 septembre 2017, la police part arrêter Sheila Keene Warren pour meurtre avec préméditation. Cet après-midi-là, la police l'a aperçue dans une voiture avec Michael Warren. Le véhicule a été arrêté et Sheila Keene Warren a été menottée. La première question qu'elle a posée, c'est « Vous arrêtez aussi mon mari ?» Pourquoi a-t-elle dit ça, à moins de savoir qu'on l'arrêtait pour complot, en vue d'assassiner Marlene Warren? Elle pensait avoir échappé à la justice depuis 27 ans. Et ça a été une grande satisfaction de la voir dans ce véhicule de police. Une fois Sheila menottée, les policiers interrogent Michael, mais il refuse de parler. Je me suis adressé à Mike Warren et je me souviens de sa froideur. Je lui ai dit qu'il était possible de négocier une peine plus clémente pour Sheila s'il était prêt à nous dire toute la vérité sur ce qu'il était arrivé exactement à Marlene Warren en mai 1990. Il a refusé de parler et il est parti. En 2017, la police de West Palm Beach m'a annoncé qu'elle avait arrêté Sheila Keene pour le meurtre de ma mère. J'étais tellement sous le choc
que je ne savais pas comment réagir. J'étais à la fois content et déboussolé. Et c'est là que l'inspecteur m'a appris que Sheila avait épousé Mike. Et là, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. Sheila Keane se voit refuser la libération sous caution et elle reste en prison en attendant son procès. Mais la défense soulève un éventuel vice de procédure. Au fil des ans, les sacs contenant les scellés s'étaient déchirés. Et comme les fibres oranges emmêlées dans les rubans n'avaient été trouvées qu'après coup, la défense a soulevé la possibilité d'une manipulation de scellés et a demandé qu'ils soient déclarés irrecevables au procès. L'avocat de la poursuite est venu me voir et m'a dit « On a un problème. La défense propose 10 ans de réclusion pour homicide. » J'ai refusé. Je voulais un chef d'accusation pour meurtre avec préméditation, pas d'homicide. Il a présenté cette offre à la défense, qui l'a acceptée. Après avoir entendu tous les délibérés, souhaitez-vous toujours plaider coupable en échange de la peine qui a été négociée? Oui. Le 25 avril 2023, Sheila Keane Warren plaide coupable du meurtre de Marlene Warren. Elle est condamnée à 12 ans de réclusion, qui était la peine minimale en 1990. Je ne suis pas satisfait de la peine qui a été prononcée. Sheila Keane n'a aucun remords d'avoir tué ma mère. J'estime qu'ils auraient dû mettre cette femme en prison jusqu'à la fin de ses jours. Je dirais que Sheila Keane Warren est une sociopathe, une meurtrière de sang-froid. Ce qu'elle a fait méritait la peine capitale. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. En droit, ce qui compte, ce sont les pièces à conviction, la charge de la preuve et le temps. Et tous ces éléments jouaient contre nous. À l'heure actuelle, on n'a rien contre Michael Warren. Et j'aimerais que ça change. Je ne perds pas espoir. Ma mère était un ange sur terre. Et je sais qu'elle est au paradis. Je suis heureux du temps que j'ai eu avec elle. Ça a été difficile. Mon frère, mon père, ma mère. J'ai perdu toute ma famille. Je me console en me disant que j'ai 2 anges. Ma mère et mon frère qui veillent sur moi et qui me guident. Il y a des histoires qui commencent sans bruit, comme un souffle discret au milieu d'une journée ordinaire. Des histoires qui n'ont rien de spectaculaire à première vue, mais qui, peu à peu, déposent en nous une trace indélébile. Celle-ci commence dans une petite école de quartier, une de ces écoles où l'odeur de craie se mélange à celle du bois ciré des pupitres, où le carillon de la récréation retentit comme une promesse de liberté dans la journée des enfants. C'était une école simple, sans faste, avec sa cour rectangulaire entourée de murs gris, son vieux marronnier planté au centre, qui offrait de l'ombre aux enfants pendant les étés brûlants, et ses fenêtres hautes qui laissaient passer la lumière pâle des matins d'hiver. Chaque jour, la routine se répétait, le bruit des chaussures d'enfants dans les couloirs, les chuchotements avant que la maîtresse entre, les cahiers qui s'ouvrent en grincement léger, et puis ce moment tant attendu où la sonnerie annonçait la récréation. C'est là que commença à se faire remarquer un petit garçon. Pas le plus bruyant, pas le plus doué en classe, ni le plus populaire. Non, c'était un enfant discret, de ceux qu'on remarque à peine dans un groupe, mais dont un détail finit par intriguer. Chaque jour, à la récréation, il sortait de son cartable 2 pommes. Pas 1, pas 3, toujours 2. Les autres enfants avaient bien remarqué cette habitude. Certains en rièrent, d'autres n'y prêtaient pas attention. Mais lui, inlassablement, répétait ce geste. 2 pommes, soigneusement enveloppées dans un petit linge blanc,
qu'il posait sur ses genoux en s'asseyant au bord de la cour. L'une, il la croquait lentement, mordant avec application, laissant le jus sucré couler parfois sur ses doigts qu'il essuyait d'un revers discret. L'autre, il la gardait dans sa main, comme si elle attendait, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Au début, certains camarades pensèrent qu'il s'agissait simplement d'une gourmandise, d'un caprice d'enfant. Mais à y regarder de plus près, il y avait dans la façon qu'il avait de tenir la deuxième pomme quelque chose de différent, une délicatesse, une patience. Comme s'il savait qu'elle n'était pas pour lui. La maîtresse, une femme d'une 40aine d'années, au regard attentif et bienveillant, le remarqua aussi. Elle s'interrogea, sans toutefois poser la question tout de suite. Elle observait simplement, avec ce mélange de curiosité et de respect qu'ont certains adultes lorsqu'ils sentent qu'un enfant cache un secret qui mérite d'être protégé. Le garçon s'appelait Julien, 8 ans, les cheveux bruns en bataille, les yeux sombres, qui semblaient toujours regarder un peu ailleurs, comme absorbé par un monde intérieur que les autres ne voyaient pas. Julien ne parlait pas beaucoup en classe. Il écrivait correctement, lisait d'une voix hésitante, mais appliquée, et levait rarement la main. Mais à la récréation, quand il sortait ses 2 pommes, il devenait une silhouette silencieuse qui intriguait tout le monde. Un jour, un camarade osa lui demander « Pourquoi tu prends toujours 2 pommes ?» Julien, sans se troubler, répondit simplement « Parce qu'il faut 2 pommes, il n'en dit pas plus. » L'autre enfant haussa les épaules et partit jouer au ballon. Mais cette phrase resta suspendue, comme une énigme. La vérité, personne ne la connaissait encore. Elle allait se révéler lentement, comme un secret que le temps lui-même prend soin de dévoiler. Les jours passèrent, identiques et différents à la fois. L'automne arriva, avec ses feuilles mortes qui craquaient sous les pas, ces matins froids où la buée des respirations des enfants se mélangeait aux cris joyeux. Julien continuait d'apporter ses 2 pommes. Toujours. Parfois rouges, parfois vertes, parfois tachées de petits points bruns, mais toujours 2. La maîtresse, un midi d'octobre, décida de s'asseoir près de lui pendant qu'il déballait ses fruits. Elle lui sourit doucement et demanda, comme si elle parlait d'autre chose. « Elles sont belles, tes pommes, aujourd'hui. Tu les as choisies toi-même » Julien hocha la tête. C'est maman qui les met dans mon sac, mais je lui dis toujours qu'il en faut 2. La maîtresse ne poussa pas plus loin. Elle sentit que l'enfant n'était pas prêt à dire davantage. Elle se leva et le laissa à ses pommes, emportant avec elle une impression étrange. Ce n'était pas un caprice. C'était une habitude lourde de sens. Et pourtant, à cet âge, les habitudes n'ont jamais l'air d'être banales. Elles cachent souvent une histoire. Julien vivait dans un petit appartement au 4e étage d'un immeuble ancien. Ses parents travaillaient dur. Le père, ouvrier sur des chantiers, rentrait tard, souvent épuisé, ses mains noires de poussière et ses épaules affaissées. La mère, couturière, passait ses journées à piquer du tissu, à raccommoder des pantalons usés, à rendre vie à des habits que d'autres auraient en jeté. L'argent manquait, mais la tendresse circulait dans ce foyer modeste, comme une lumière qui persiste même dans les pièces les plus sombres. Julien avait une petite sœur, Claire, 6 ans, 2 ans de moins que lui, et c'est pour elle que, chaque matin, il insistait auprès de sa mère pour emporter 2 pommes. Une pour lui, une pour elle, car Claire, elle, ne pouvait pas aller à l'école. Elle était née fragile, avec une santé vacillante, son souffle court, ses joues pâles, ses jambes fines, qui ne la portaient pas toujours. Les médecins avaient parlé de traitements longs, de prudence, d'attente. Alors, pendant que Julien partait chaque matin à l'école, avec son cartable trop grand pour lui, Claire restait à la maison, souvent assise près de la fenêtre, à regarder les enfants du quartier descendre en courant dans la rue. Julien, dans son cœur d'enfant, avait trouvé une manière de la faire participer malgré tout. Chaque récréation, quand il sortait ses 2 pommes, il imaginait qu'elle était là, assise à côté de lui, et qu'ils croquaient ensemble. La première bouchée, pour lui. La deuxième, pour elle, en silence, comme si elle partageait ce moment invisible à travers lui. Et chaque soir, quand il rentrait, il posait la 2e pomme sur la table de la cuisine et la donnait à sa sœur. Claire la prenait avec des yeux brillants, comme si ce fruit était le cadeau le plus précieux du monde. Alors, elle riait doucement et disait « Tu vois, moi aussi j'ai eu ma récréation. » Ce geste,
si petit, si simple, portait en lui une tendresse immense. Mais personne ne le savait, personne à part eux deux. C'est ainsi que l'histoire avançait, sans que le reste du monde ne comprenne. Les enfants continuaient de jouer, de courir, de se chamailler dans la cour. La maîtresse continuait de donner ses leçons. Les journées passaient, toutes semblables. Mais pour Julien et Claire, chaque pomme était une victoire sur l'absence, une manière de raccorder deux mondes séparés par la maladie. Et si le geste paraissait anodin, il portait en lui une leçon plus grande que n'importe quel discours. Parfois, aimer, c'est simplement penser à l'autre au milieu de nos propres habitudes. Un matin d'hiver, alors que le froid mordait les doigts et que la cour résonnait de cris vaporisés en nuages de buée, la maîtresse observa Julien plus attentivement encore. Il sortit ses deux pommes, comme toujours, et les posa. Puis, avant de croquer, il ferma les yeux une seconde, comme pour attendre quelqu'un. Ce petit rituel lui fit comprendre qu'il ne s'agissait pas de simple gourmandise. C'était une présence invisible. Et alors, sans le savoir, elle se mit à sourire. Parce qu'elle comprit que derrière le silence de cet enfant, il y avait une histoire de tendresse qui dépassait l'école, les murs gris, la routine des cahiers. Ce fut ce jour-là que l'histoire, jusque-là invisible, commença à se dessiner, prête à être révélée pas à pas, au rythme lent des journées d'hiver. Les journées d'hiver semblaient s'étirer comme des fils grisâtres dans le ciel. Le matin, le froid mordait les joues des enfants, et leurs pas pressés résonnaient dans la cour encore humide de gel. Les cartables lourds, les bonnets trop grands qui glissaient sur les oreilles, les gants aux couleurs dépareillées. Tout formait une sorte de tableau figé, où les éclats de rire se mêlaient au souffle glacé. Julien continuait son rituel imperturbable, 2 pommes, toujours 2, qu'il sortait avec une précision presque sacrée. Les enfants, habitués à la scène, ne s'y attardaient plus vraiment. Mais parfois, un regard se posait, intrigué, avant de se détourner, car il y avait quelque chose dans la manière de cet enfant qui imposait presque le respect, comme si personne n'osait perturber ce moment silencieux qu'il partageait avec quelqu'un d'invisible. La maîtresse, quant à elle, ne pouvait détacher son esprit de cette image. Elle voyait dans ce geste une force discrète, une fidélité rare pour un enfant de cet âge. Dans son cœur d'adulte, elle devinait qu'il y avait une raison profonde, peut-être une douleur cachée, mais elle se gardait bien de l'exposer. Elle choisissait plutôt d'accompagner en silence, respectant ce mystère. Un soir, alors que la lumière pâle déclinait derrière les vitres de la classe et que les enfants rangeaient leurs cahiers, elle remarqua que Julien glissait soigneusement la 2e pomme dans son cartable. Ce n'était pas une habitude qu'il rompait une fois la récréation terminée. Non, il emportait cette pomme avec lui, comme un trésor à rapporter. Sur le chemin du retour, les trottoirs étaient glacés, les passants pressés. Julien avançait d'un pas calme, le cartable ballottant dans son dos. Dans sa poche, ses doigts serraient le fruit froid, comme pour vérifier qu'il était toujours là. Arrivé à la porte de l'immeuble, il leva la tête vers la fenêtre du 4e étage. Claire l'attendait, toujours. Derrière la vitre, son petit visage pâle collé au carreau, ses yeux qui brillaient d'impatience. Lorsqu'il franchit la porte de l'appartement, l'odeur du repas simple préparé par leur mère flottait déjà dans l'air. Julien posa son cartable, sortit la pomme et la tendit à sa sœur sans un mot. Claire la prit avec une joie immense, comme si ce geste répétitif avait le pouvoir de transformer chaque soir en fête. Elle croquait lentement, ses petites dents s'attaquant à la chair juteuse, et ses yeux riaient. « Merci Julien », murmurait-elle à chaque fois, comme si la gratitude ne pouvait jamais s'user. Pour elle, cette pomme n'était pas qu'un fruit. Elle était le symbole de l'école qu'elle ne pouvait pas fréquenter, de la cour qu'elle ne pouvait pas fouler, des rires auxquels elle n'avait pas accès. C'était une porte ouverte sur le monde extérieur, un morceau de vie rapporté par son frère. Et pour lui, c'était plus encore. C'était une façon de lui dire « Tu fais partie de moi, de mes journées, de mes rires, même quand tu n'es pas là ». Les soirs d'hiver étaient longs. Après le repas, quand leur père rentrait tard et fatigué, les enfants se blottissaient dans la petite chambre qu'ils partageaient. Julien racontait à sa sœur les jeux de la cour, les blagues des camarades, les petits incidents qui faisaient rire les enfants. Claire écoutait, les yeux grands ouverts, buvant chaque mot comme une histoire qu'elle aurait voulu vivre. « Et toi, tu as joué au ballon ?» demandait-elle toujours.
Oui, mais pas longtemps, je préfère rester assis. Et tu as partagé ta pomme ? Julien souriait doucement. Tu sais bien, je la garde pour toi. Alors Claire riait, un rire léger, presque fragile, mais qui suffisait à remplir la chambre d'une chaleur que ni le froid ni la pauvreté ne pouvaient effacer. Dans la classe, Julien restait ce garçon discret, appliqué, mais effacé. Pourtant, son geste quotidien était comme un secret qu'il portait, une richesse invisible. Ses camarades l'ignoraient, mais la maîtresse, elle, continuait de l'observer avec une tendresse silencieuse. Elle savait que parfois, dans les petites choses, se cachent les plus grandes leçons d'humanité. Le temps passa. L'hiver céda peu à peu à un printemps timide. Les bourgeons apparurent sur les branches du marronnier, les manteaux lourds disparurent des couloirs, mais Julien ne changea pas. 2 pommes, encore et toujours. Un matin, alors que le soleil commençait à réchauffer la cour, un camarade s'approcha de lui. Il n'était pas moqueur, seulement curieux. « Tu en as toujours 2. Tu veux que je t'aide à en manger une ?» Julien secoua la tête, sans colère, sans tristesse, seulement avec ce sérieux tranquille qui lui appartenait. « Non, celle-ci n'est pas pour toi. » Et il la rangea doucement, comme on range un objet précieux. Ce camarade partit en haussant les épaules, mais au fond de lui, il avait compris qu'il y avait dans ce refus une force étrange, comme une fidélité inébranlable. À la maison, Claire s'affaiblissait certains jours. Ses joues se creusaient un peu, son souffle devenait court. Les médecins parlaient de traitements compliqués, d'avenir incertain. Les parents faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais l'inquiétude se lisait dans leurs yeux. Pourtant, chaque soir, quand Julien lui tendait la pomme, son sourire illuminait tout, comme si ce petit rituel était un remède invisible, plus fort que n'importe quel médicament. Un soir, leur mère s'assit près d'eux, les regardant échanger ce fruit avec une émotion muette. Elle posa une main sur l'épaule de son fils. « Merci, Julien, dit-elle simplement. Tu ne sais pas à quel point ce geste compte pour ta sœur. » Il haussa les épaules, gêné. « C'est normal, c'est ma petite sœur. » Il n'avait pas conscience, dans son cœur d'enfant, qu'il accomplissait là un acte d'amour immense, une preuve de loyauté et de douceur que bien des adultes oublient au fil du temps. Le printemps s'épanouit, apportant avec lui des journées plus longues, des rires plus éclatants dans la cour. Mais toujours, sous le marronnier, Julien continuait son rituel. Une pomme pour lui, une pour elle. 2 mondes reliés par ce simple fruit. Il y a dans certains gestes quotidiens une poésie silencieuse, comme si, à travers eux, l'amour trouvait une manière de s'exprimer sans mots. Julien, sans le savoir, écrivait chaque jour une page de cette poésie. Et autour de lui, peu à peu, certains commençaient à s'en rendre compte. Le printemps s'était installé avec ses parfums légers, ses couleurs tendres. Dans la cour de l'école, les cris des enfants résonnaient plus fort, portés par l'air tiède. Le vieux marronnier, qui avait traversé l'hiver, offrait à nouveau ses feuilles larges, promettant bientôt ses fleurs blanches en grappes. Tout semblait reprendre vie. Tout, sauf ce qui restait fragile dans l'ombre des foyers. Julien, lui, ne changeait rien. Son geste restait identique, obstiné. 2 pommes chaque matin, 2 pommes chaque récréation. Les enfants s'étaient habitués, la maîtresse aussi. Mais il y avait toujours, dans cette habitude, quelque chose qui attirait les regards en silence. On ne posait plus de questions. On le laissait faire, comme si chacun, sans comprendre, devinait que ce geste avait une valeur qu'il ne fallait pas bousculer. À la maison, Claire attendait toujours près de la fenêtre. Le soleil du printemps baignait son visage pâle, lui donnant des reflets presque dorés. Elle comptait les heures, impatiente du retour de son frère, et quand enfin la porte s'ouvrait, que Julien entrait en posant son cartable, le même rituel se répétait. La pomme tendue, le sourire échangé, le rire fragile qui suivait. « Tu vois, disait Claire, moi aussi, j'ai eu ma récréation aujourd'hui. » Et Julien souriait, comme chaque fois, heureux d'avoir tenu sa promesse silencieuse. Un après-midi, alors que les enfants jouaient au ballon dans la cour, la maîtresse demanda à Julien de rester un peu assis près d'elle. Elle voulait l'entendre lire à voix haute. Il s'exécuta, d'une voix timide mais claire. Quand il eut terminé, elle posa doucement la main sur son cahier et dit « Tu sais, Julien, parfois les petits gestes en disent plus long que les grands discours. » Il ne comprit pas tout à fait. Mais il sentit que ces 2 pommes, que son habitude discrète avaient été vues, reconnues.
et cela lui donna une étrange chaleur, comme si son secret était partagé, même sans être révélé. Le soir, en rentrant, il raconta à Claire qu'il avait lu devant la maîtresse. Ses yeux s'illuminèrent. « Tu as eu peur ? Un peu, mais ça s'est bien passé. » « Moi, dit-elle doucement, j'aurais aimé être là pour t'entendre. » Alors, il recommença. Assis sur le lit, il reprit le texte et le lut encore une fois. Juste pour elle, sa voix tremblante se fit plus assurée, portée par l'attention de sa sœur. Et Claire, blottie contre son oreiller, écoutait comme si c'était la plus belle histoire du monde. Les jours suivants, la santé de la petite sembla vaciller davantage. Les parents, inquiets, consultèrent des médecins, parlaient et à voix basse le soir, quand les enfants étaient censés dormir. Mais Julien, dans son lit, entendait les chuchotements. Il comprenait, à sa manière, que l'avenir de Claire était incertain. Alors chaque matin, il s'accrochait plus fort à son rituel. 2 pommes, toujours. Comme une manière de dire tant qu'il y aura 2 pommes, il y aura 2 enfants, 2 vies liées. À l'école, la maîtresse décida d'organiser une petite fête pour le printemps. Les enfants décorèrent la classe avec des fleurs en papier, préparèrent des poèmes à réciter. Julien, discret, ne participa pas bruyamment, mais il fabriqua 2 fleurs au lieu d'1. Quand la maîtresse lui demanda pourquoi, il baissa les yeux et murmura « Parce qu'il en faut 2. » Elle sourit, émue, sans chercher à en savoir plus. Le jour de la fête, les enfants chantèrent, récitèrent leurs poèmes. Les parents étaient invités. Julien, lui, savait que sa mère ne pourrait pas venir. Elle devait rester avec Claire. Alors il fit son petit rôle, récita ses lignes avec sérieux, et à la fin, il ramassa sa 2e fleur et la garda dans son cartable. Le soir, en rentrant, il la posa sur la table de chevet de sa sœur. « Tiens, dit-il, celle-là c'est la tienne. » Claire la prit dans ses petites mains et la serra comme un trésor. Ses yeux brillèrent d'un éclat que Julien n'oublierait jamais. Il y avait dans cette maison modeste une chaleur que rien ne pouvait étouffer. Malgré la fatigue du père, les longues heures de la mère, l'ombre de la maladie, il y avait cette lumière portée par un frère et une sœur qui savaient s'aimer simplement, sans grands mots, avec des pommes et des fleurs en papier. Les semaines passèrent. Le marronnier de la cour s'épanouit en larges fleurs blanches, les enfants couraient à l'ombre de ses branches. Les rires éclataient plus clairs. Julien continuait de s'asseoir à son coin habituel, 2 pommes sur les genoux. Les rayons du soleil réchauffaient ses joues, mais au fond, son esprit était ailleurs, tourné vers la fenêtre du 4e étage où l'attendait toujours Claire. Un midi, alors que la récréation touchait à sa fin, la maîtresse s'approcha de lui. Elle s'accroupit pour être à sa hauteur et dit doucement « Julien, tu sais, tu n'es pas obligé de tout garder pour toi. » Il leva les yeux vers elle. Dans son regard, il y avait une sorte de gravité, une maturité rare pour un enfant. « Mais c'est ma promesse, » répondit-il simplement. La maîtresse sentit ses yeux s'embuer. Elle comprit alors que ce petit garçon portait un fardeau immense, mais qu'il le portait avec une noblesse silencieuse. Elle n'ajouta rien. Elle se leva et le laissa partir, emportant ses 2 pommes comme on emporte une part de soie. Et ainsi, jour après jour, l'histoire continuait, tissée de gestes minuscules et de silences éloquents. L'été approchait, et avec lui les jours plus longs, les soirs qui tardaient à s'assombrir, les cris d'enfants qui résonnaient dans les rues jusque tard. À l'école, les fenêtres grandes ouvertes laissaient entrer l'air chaud et l'odeur des tilleuls en fleurs. Le vieux marronnier, dans la cour, projetait une ombre généreuse sous laquelle les enfants se trouvaient refuge après avoir couru. Julien, pourtant, ne changeait rien à son rituel. Chaque matin, 2 pommes glissaient dans son cartable. Chaque récréation, 2 pommes posées sur ses genoux. Une pour lui, l'autre pour elle, toujours elle, même invisible dans la cour. Et le soir, au 4e étage, la petite main de Claire qui se tendait pour recevoir ce fruit comme un cadeau. Les camarades, à force, ne se moquaient plus. Ils avaient compris, sans comprendre vraiment, que ce geste avait un sens profond. On n'osait pas briser cette habitude, comme on n'oserait pas interrompre une prière. Les enfants, même dans leur innocence, sentaient qu'il y avait là quelque chose de trop sérieux pour qu'on s'en amuse. La maîtresse, elle, observait toujours, avec ce mélange de tendresse et de peine.
Elle devinait la fragilité d'un équilibre, la force discrète de cet enfant. Parfois, en corrigeant ses cahiers le soir, elle s'arrêtait et pensait à lui, à ses 2 pommes, et se disait qu'il y avait dans son école une leçon d'humanité plus grande que toutes celles qu'elle enseignait. À la maison, l'été rendait les journées un peu plus légères. Claire, malgré sa santé fragile, parvenait certains soirs à se tenir sur le balcon étroit, respirant l'air tiède, regardant le ciel se colorer d'orange. Julien restait près d'elle, lui racontant la cour, les jeux, les chansons qu'ils apprenaient en classe. Elle riait, même quand son souffle se faisait court, et chaque fois qu'il lui tendait la pomme, elle la croquait comme si elle croquait un morceau de soleil. Un soir, leur père rentra plus tôt que d'habitude. Il posa sa main lourde sur la tête de Julien et dit, d'une voix fatiguée mais douce, « Tu prends bien soin de ta sœur. » Julien haussa les épaules. Pour lui, ce n'était pas un effort, pas un devoir. C'était naturel, c'était l'amour dans sa forme la plus simple. Les vacances approchaient. Les enfants de la classe parlaient de la mer, de la campagne, des voyages qu'ils allaient faire. Julien écoutait sans rien dire. Il savait que pour lui, l'été serait la même cour, le même balcon, les mêmes pommes partagées. Mais cela lui suffisait, parce que Claire serait là, et qu'ensemble, ils inventeraient leurs propres vacances, dans la petite chambre où l'imagination transformait chaque soir en aventure. Un après-midi, la maîtresse demanda aux enfants d'écrire une rédaction sur le thème « Le plus beau cadeau que vous ayez reçu ». Les enfants se mirent à raconter leurs jouets, leurs anniversaires, leurs fêtes. Julien resta longtemps silencieux, son crayon suspendu au-dessus de la feuille. Puis il écrivit d'une écriture appliquée. « Le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est de ne jamais être seul. » Pas. Il ne développa pas davantage. Quand la maîtresse lut ces mots, elle sentit sa gorge se serrer. Elle comprit. Elle sut qu'il y avait derrière ces mots une histoire qu'elle ne connaîtrait peut-être jamais en entier, mais qui portait en elle toute la douceur du monde. L'été s'installa pour de bon. Les jours devinrent brûlants, la cour résonna de rires plus éclatants encore. Julien continuait son rituel imperturbable, mais un midi, la maîtresse le vit garder la 2e pomme dans ses mains sans la ranger dans son sac. Elle s'approcha, hésitante. « Tu n'as pas faim aujourd'hui » Julien leva les yeux, puis secoua la tête. « Non. » Elle attend. Et il resta là, immobile, la pomme serrée contre lui, comme si ce fruit contenait toute la présence de sa sœur. Le soir, lorsqu'il la lui tendit, Claire eut un sourire si lumineux que leur mère, en les regardant, dut essuyer discrètement une larme. Dans ce geste répété, banal en apparence, il y avait une fidélité bouleversante. 2 pommes, 2 vies liées, 2 enfants, qui, malgré la fragilité de l'un d'eux, continuaient de partager la même récréation, le même monde, grâce à un simple fruit. Et dans le silence des soirs d'été, alors que le quartier s'endormait, on pouvait entendre leurs rires étouffés derrière la fenêtre du 4e étage. 2 rires qui se répondaient, fragiles et puissants à la fois, comme une chanson douce contre la nuit. L'automne revint, avec sa lumière plus basse, ses après-midi dorés et ses matins froids. La cour de l'école s'emplissait de feuilles mortes que les enfants ramassaient en riant pour les lancer en pluie colorée. Le vieux marronnier se dépouillait lentement, ses branches noircies contrastant avec le ciel clair. Tout semblait reprendre son cycle, et pourtant, pour Julien, rien n'avait changé. 2 pommes chaque matin, 2 pommes chaque récréation. L'année avait passé, et sa sœur grandissait doucement, malgré sa santé toujours fragile. Claire avait maintenant 7 ans. Elle n'allait toujours pas à l'école, mais elle apprenait à lire grâce à son frère. Chaque soir, Julien, après avoir déposé la pomme dans ses mains, ouvrait un livre d'école et lui montrait les lettres, les mots, les phrases. Elle répétait, appliquée, la voix tremblante, mais le regard brillant. Et quand elle réussissait à lire une ligne entière, son sourire illuminait toute la pièce. Un soir, elle murmura « Tu sais, Julien, grâce à toi, j'ai l'impression d'aller un peu à l'école. » Il sourit doucement. Pour lui, c'était la plus belle récompense. À l'école, la maîtresse continua d'observer son élève discret. Elle voyait bien qu'il portait sur ses épaules quelque chose de plus grand que lui, et cela la touchait profondément. Elle le laissait tranquille, respectant son silence, mais parfois, en le regardant croquer sa pomme, elle se surprenait à avoir les larmes aux yeux, car dans ce geste répétitif, elle lisait une fidélité rare,
une tendresse qui dépassait l'enfance. Un matin d'octobre, alors que la pluie battait contre les vitres de la classe, elle donna aux enfants un exercice de dessin. Chacun devait représenter sa famille avec des crayons de couleur. Les enfants se lancèrent, remplissant leurs feuilles de maison, de parents, de frères, de sœurs. Julien, concentré, dessina lui aussi. Quand il eut fini, il tendit son dessin à la maîtresse. On y voyait 4 personnages, le père, la mère, lui et sa sœur. Mais un détail frappait. Dans sa main, à lui, il avait dessiné 2 pommes, rondes, rouges, bien visibles. La maîtresse regarda longuement ce dessin, émue. Elle comprit alors que pour Julien, ces pommes n'étaient pas seulement des fruits. Elles étaient devenues un symbole, une manière de représenter le lien invisible qui unissait son monde à celui de sa sœur. Le soir, Claire toussait beaucoup. Leur mère s'inquiétait, leur père rentrait plus tard que jamais. Pourtant, dès qu'il entra, Julien posa la pomme sur la table et Claire la prit, comme toujours. Sa petite main tremblante serra le fruit contre sa poitrine, comme si cette pomme pouvait l'aider à respirer mieux. Julien s'assit à côté d'elle et lui raconta la pluie battante, le marronnier qui perdait ses feuilles, les enfants qui riaient sous l'averse. Elle écoutait, les yeux fermés, souriant faiblement. Et quand il termina, elle ouvrit les yeux et dit « Quand je mange cette pomme, c'est comme si j'étais avec toi sous l'arbre, dans la cour. » Il baissa la tête, les yeux humides, et murmura « Alors je t'y emmène, chaque jour. » Les semaines passèrent ainsi, rythmées par la pluie, par le froid, par la routine des classes. Mais chaque soir, dans le petit appartement du 4e étage, un rituel donnait à la vie un éclat de douceur. Un jour, à l'école, un camarade s'approcha à nouveau de Julien. Ce n'était pas pour se moquer, mais avec une curiosité sincère. « Tu gardes toujours une pomme pour toi ?» Julien secoua la tête. « Non, elle n'est pas pour moi. Alors, elle est pour qui ?» Julien hésita, puis répondit simplement « Elle est pour quelqu'un qui n'a pas de récréation. » L'enfant resta silencieux. Il comprit à sa manière que cette pomme invisible appartenait à quelqu'un d'important. Et sans poser d'autres questions, il repartit jouer, laissant Julien à son rituel. À la maison, Claire continuait de s'accrocher. Certains soirs, elle avait plus de force et riait aux éclats. D'autres fois, elle restait allongée, fatiguée, mais jamais sans sourire quand son frère déposait la pomme dans sa main. Un soir de novembre, alors que le vent soufflait fort dehors, Claire s'endormit avec la pomme serrée contre elle. Julien resta longtemps assis à son chevet, la regardant dormir. Il sentit alors que ce simple fruit était devenu bien plus qu'un symbole. Il était devenu une promesse, un fil invisible entre eux deux. Et dans ce silence tendre, il comprit que tant qu'il continuerait à apporter 2 pommes, sa sœur aurait toujours une place dans la cour de l'école, dans les cris des enfants, dans le bruit des feuilles sous le marronnier. Ce fut à cet instant, peut-être, que l'histoire dépassa l'enfance pour devenir une leçon d'humanité. L'hiver revint, froid et tranchant, déposant sur les toits du quartier une fine couche de givre qui brillait sous le premier soleil du matin. Les enfants, emmitouflés dans leurs écharpes, se pressaient dans la cour en laissant derrière eux de petits nuages blancs à chaque respiration. Les rires résonnaient encore, mais plus courts, comme s'ils gelaient dans l'air avant de disparaître. Julien, fidèle à lui-même, ne manqua jamais son geste. 2 pommes, encore et toujours. Ses doigts engourdis par le froid déballaient soigneusement le petit linge dans lequel sa mère les enveloppait. Une pomme pour lui, croquée lentement, et l'autre serrée dans sa main comme on garde un trésor. Personne ne s'étonnait plus. On le laissait tranquille, respectant en silence ce rituel devenu presque sacré. À la maison, la saison rendait les choses plus difficiles pour Claire. Le froid pénétrait jusque dans leurs os, malgré les couvertures entassées et les vieux radiateurs qui sifflaient faiblement. Certains soirs, elle toussait longtemps avant de trouver le sommeil. Mais même dans sa fatigue, elle n'oubliait jamais de tendre la main vers la pomme que Julien rapportait. Et dès qu'elle l'avait entre ses doigts, son visage s'illuminait d'un sourire qui chassait l'ombre de la maladie. Un soir, alors que la neige tombait silencieusement dehors, recouvrant les trottoirs d'un voile blanc, Claire mordit dans sa pomme et dit doucement « Tu sais, quand tu me l'apportes, j'ai l'impression que tu m'invites dehors. C'est comme si je marchais avec toi dans la cour,
Comme si je sentais le vent froid sur mes joues, Julien baissa les yeux, ému, et répondit à voix basse. « Alors je t'invite chaque jour. » Leurs parents, qui écoutaient, sans intervenir, sentirent leur cœur se serrer. Dans ce simple échange, dans cette fidélité obstinée de leur fils, il y avait une force qu'aucune pauvreté, qu'aucun malheur n'aurait pu effacer. À l'école, la maîtresse proposa aux enfants d'écrire une lettre pour Noël. Certains parlaient de cadeaux, d'autres de voyages, d'autres encore de jouets qu'ils espéraient trouver au pied du sapin. Julien, silencieux, prit son crayon et écrivit lentement. Pour Noël, je voudrais que ma sœur puisse venir un jour avec moi dans la cour sous l'arbre, qu'elle puisse courir, même un peu. Mais si ce n'est pas possible, alors je veux qu'elle continue de sourire quand je lui donne la pomme. Parce que son sourire, c'est mon plus beau cadeau. La maîtresse lut sa lettre en silence, le cœur serré. Elle ne montra pas son émotion devant la classe, mais ce soir-là, en corrigeant ses copies, elle garda longtemps la feuille de Julien entre ses mains, comme si elle tenait un morceau fragile d'éternité. Les fêtes arrivèrent, simples, dans leur maison modeste. Pas de guirlandes luxueuses, pas de grands repas. Mais il y avait la chaleur des regards, le rire des enfants, et surtout, comme chaque jour, la pomme partagée. Claire, malgré sa faiblesse, insista pour préparer un petit dessin qu'elle offrit à son frère. 2 pommes dessinées côte à côte, avec en dessous, en lettres maladroites, « Merci ». Julien garda ce dessin dans son cartable, entre 2 cahiers. Et parfois, quand la classe lui semblait trop longue ou la fatigue trop lourde, il le regardait en secret et retrouvait la force de continuer. Les jours s'étiraient dans la lenteur de l'hiver. Chaque matin, les pas crissaient sur la neige gelée. Chaque récréation apportait son lot de cris joyeux et de courses effrénées. Mais pour Julien, chaque jour ressemblait à un serment répété. 2 pommes, une pour lui, une pour elle. Un midi, alors qu'il s'asseyait sous le marronnier dépouillé, la maîtresse s'approcha doucement. Elle s'assit près de lui, le laissant croquer en silence, puis elle dit « Tu sais, Julien, il y a des gestes qui changent le monde. On croit qu'ils sont petits, mais ils sont grands, très grands. » Julien leva les yeux, étonné. « Moi, je fais juste ce que je dois. » La maîtresse sourit, émue. Oui, il croyait faire juste ce qu'il devait, mais dans ce devoir, il y avait une grandeur que peu d'adultes atteignaient. Le soir, il raconta à sa sœur ce que la maîtresse lui avait dit. Claire éclata d'un rire léger, un rire qui ressemblait à une clochette fragile. « Tu vois, Julien, tu es un héros, mon héros à moi. » Il secoua la tête, un peu gêné, mais son sourire trahissait sa fierté. Et ainsi, malgré la rudesse de l'hiver, malgré la fatigue, malgré l'inquiétude silencieuse des parents, la lumière persistait. Elle brillait dans ce rituel immuable, dans ces pommes partagées, dans ce lien indestructible entre un frère et une sœur. Un soir de février, alors que le vent frappait contre les volets et que le froid mordait jusqu'aux os, Claire posa sa tête contre l'épaule de son frère et murmura « Promets-moi que tu ne t'arrêteras jamais d'apporter 2 pommes. »« Je te le promets, » répondit-il. Et dans cette promesse se logeait toute l'éternité de leur enfance. Le froid se retira par couches fines, comme un drap que l'on tire doucement pour ne pas réveiller la maison. Les trottoirs cessèrent de craquer, l'air prit une odeur de terre mouillée, et le matin, dans la cour, on voyait remonter de minuscules filets d'eau entre les dalles. Les enfants, encore engoncés dans leurs manteaux, oubliaient l'hiver dès que la sonnerie libérait leurs jambes. Sous le marronnier, noir et nu mais déjà prêt à gonfler ses bourgeons, Julien s'assit à sa place habituelle et déplia son petit linge blanc. 2 pommes. Comme toujours. Il en approcha une de son visage, inspira ce parfum simple qui ressemble à la cuisine des mères, au goûter des mercredis, à la promesse que tout ira bien tant que quelque chose de sucré existe entre les mains. La 2e resta dans sa paume, froide et brillante. Elle attendit, patiente, la fin de la récréation et le chemin de retour. La clé qui grince, la petite main de Claire. À la maison, les radiateurs s'étaient tus la nuit plus tôt que d'habitude. Le printemps est avare de preuves. Il commence par des détails. Claire, assise près de la fenêtre, suivait des yeux les moineaux qui se disputaient sur la rambarde. Sa peau restait pâle, mais ses joues se coloraient parfois, comme un feu qui prend par intermittence. Quand Julien entra, elle leva la tête d'un coup, comme on relève un rideau, la scène pouvait commencer.
Il posa son cartable, sortit la pomme, et cette fois, avant de la tendre, il la lustra doucement sur sa manche, comme on fait briller une médaille avant la cérémonie. Claire rit, d'un rire qui vibrait encore trop peu, puis croqua. Le jus glissa au coin de sa bouche. De son pouce, Julien l'essuya. Ce geste, répété 1000 fois, avait trouvé un rythme propre, une façon d'être au monde. La mère les regarda 2 secondes de plus que d'ordinaire avant de retourner à sa machine. 2 secondes suffisent parfois à contenir toute une prière. L'après-midi, à l'école, la maîtresse annonça un projet que personne n'attendait. Sur le rebord des fenêtres, elle avait aligné des pots de terre vides, petits et gris, sans charme, pareils à des tasses oubliées. Elle expliqua d'une voix douce qu'ils allaient, avec ce que la saison offre, et ce que les goûters laissent, faire lever de petites vies. Pépins d'orange, graines de tomates, noyaux d'avocat, tout ce qui, en secret, contient une forêt miniature. Elle dit le mot patience, comme on dépose un oiseau dans des mains d'enfants. Les doigts levés fusèrent. Est-ce que ça marche avec les pépins de pommes ? Elle sourit. Oui, mais ça prend du temps, beaucoup de temps. La classe émit un souffle qui n'était ni oui ni non, ce soupir qu'on pousse devant la lenteur. À la récréation, Julien prit sa pomme plus lentement que d'habitude. Il croqua, mâcha, s'interrompit. Il se surprit à manger autour du cœur du fruit avec une sorte d'attention nouvelle, une minutie d'horloger. Garder intactes les 5 minuscules graines brunes. Il déposa le trognon dans sa main comme un trésor malhabile, et au lieu de le jeter à la poubelle verte au fond de la cour, il le glissa dans son mouchoir. La maîtresse, qui passait à distance, fit semblant de regarder ailleurs. Elle avait, elle aussi, appris la patience. Le soir, dans la petite chambre où l'air avait l'odeur du savon et du tissu propre, Julien ouvrit le mouchoir devant Claire. Il lui montra les pépins. Une boule de joie si légère qu'on crut qu'elle s'échapperait s'installa entre eux. Il lui raconta les pots alignés, le rebord de fenêtre, la terre sombre. Il lui parla du mot patience, qu'il répéta, en articulant, avec l'air sérieux des enfants quand ils disent des mots de grandes personnes. Claire demanda d'une voix assourdie si ça voulait dire qu'un jour, à l'école, il y aurait un pommier. Peut-être pas un pommier grand comme dans les livres, dit-il, mais quelque chose qui saura se souvenir. Il évita le mot souvenir, il en avait peur. Mais parfois, les mots qu'on évite entrent à pas de loup et s'installent quand même. Ils plantèrent ensemble, le lendemain matin, avant de partir, 2 pépins dans un petit pot qu'ils avaient reçu d'une voisine. La terre était froide et noire sous leurs ongles. Claire écrivit au crayon « pommier » sur une étiquette en appuyant trop fort sur le papier qui gondola un peu. Puis Julien prit 2 autres pépins et les glissa, à l'école, dans la terre d'un pot au rebord de la fenêtre. La maîtresse, en passant, ajusta l'étiquette qu'il avait maladroitement plantée de travers. Claire n'était pas là, évidemment, mais partout, il y avait 2 gestes, 2 écrits, 2 sillons. Il fallait 2. Le printemps fit ce que font les printemps. Il hésita, recula, repartit. 1 semaine rien. Puis un matin, un point d'un verre absurde, trop pur pour être autre chose qu'un miracle, déchira la surface de la terre dans le pot du rebord. La maîtresse fit semblant de n'avoir rien vu pour laisser aux enfants la surprise de la découverte. Quand la classe entra, le petit tumulus de terre trouée fut repéré. Un cri traversa les rangs comme une étincelle. Ça a poussé. Julien resta silencieux, mais sa main tapota sa poche, là où il gardait le dessin de Claire. 2 pommes maladroites, un « merci » en lettres tremblées. Il y en avait bien 2 qui avaient été plantées, et un seul qui avait percé. Parfois, une seule pousse suffit à représenter 2 vies. Le soir, la description de cette feuille minuscule fut longue comme un conte. La couleur, la brillance, la façon dont elle se tournait déjà vers la lumière, l'espérance entière qui tenait sur une tige grêle. Claire fermait les yeux pour mieux voir. Elle imaginait le rebord de la fenêtre, poussiéreux, devenu un balcon de théâtre pour une créature minuscule. Elle posa sa main sur la pomme du jour et dit « J'aurai bientôt ma cour, moi aussi. » Julien hocha la tête. Il pensa à l'ombre du marronnier et se demanda si un jour un autre arbre à côté pourrait épauler ce colosse. On a toujours besoin d'un appui, même les géants. Les jours suivants, on comprit que la petite tige voulait vivre. Elle grandit d'une phalange,
puis d'une autre, prit 2 feuilles, puis 4. Les élèves se disputèrent la place la plus près du rebord aux récréations de pluie. La maîtresse imposa des tours, des soins, l'arrosage minimal. Elle parla de Racine, de la façon dont les choses se tiennent sous ce qu'on voit. Et elle redit patience, en souriant à Julien sans insister. Une fois, elle écrivit à la craie, presque au bord du tableau, « Grandir, c'est tenir pour 2 ». Personne ne fit de lien explicite avec les pommes de Julien. Il n'y avait pas besoin. La santé de Claire flottait comme une flamme qui hésite dans un courant d'air. Il y eut des après-midi entiers de rire et des nuits où la respiration ne semblait pas trouver la porte. Le père rentrait encore tard, la mère récupérait son souffle en s'asseyant face à la fenêtre après le dîner, sans parler. Mais dans cette maison, le temps se pliait pour créer chaque jour un espace où rien d'autre n'existait, le moment où la pomme passait de l'une des mains de Julien à l'une des mains de Claire. Ce moment-là ne tomba jamais. Même le soir où l'ambulance, au loin, hennit dans la rue, même le soir où la lumière sauta pendant 20 minutes et où l'appartement fut éclairé à la bougie, même le soir où la pluie tambourina si fort qu'on dut crier pour s'entendre. La pomme continua de tracer son arc du cartable à la table, de la table à la bouche, de la bouche au sourire. Un matin, la mère se leva avec une décision dans la voix qui ne lui ressemblait pas. Elle avait téléphoné, parlé à la maîtresse, arrangé un passage à l'école, à l'heure où la cour serait vide. Claire avait eu 2 bonnes nuits. On ne défie pas la maladie plus que de raison, mais on ne refuse pas les fenêtres qu'elle laisse. On allongea un foulard sur le cou de Claire, on la couvrit d'un gilet trop grand, on descendit les 4 étages doucement. La lumière du palier semblait différente, comme si le monde, au courant, s'était fait plus doux pour la laisser sortir. Dans la classe, les tables avaient été repoussées. Sur le rebord, le petit pommier tenait ferme. La maîtresse ne parla pas beaucoup. Elle dit seulement « Bonjour, Claire », d'une voix qui avait oublié toute autorité. Le père, silencieux, posa sa main sur l'épaule de son fils. Julien n'avait pas lâché son sac. Dedans, le linge blanc enveloppait 2 pommes. On alla jusqu'à la fenêtre. Claire regarda la tige, les feuilles qu'on aurait dites découpées dans un papier neuf, et elle rit avec un bruit de clochette qu'aucun instrument ne reproduit. Elle tendit le doigt, sans toucher. Le soleil perça à ce moment précis, à la façon des coïncidences que la mémoire promet toujours d'être vérité. La maîtresse proposa d'ouvrir la fenêtre. L'air entra, tiède. La cour, vide de ses cris, semblait tenir son souffle. Sous le marronnier, une tache d'ombre ronde attendait le mois de juin. Julien sortit sa première pomme. Il en retira un éclat de peau avec l'ongle, juste assez pour libérer l'odeur, puis la tendit. Claire la porta à ses lèvres. Elle croqua. Le son se réverbéra contre le verre, c'était presque une musique. La seconde pomme dormit encore dans le linge. Elle n'était pas jalouse, elle savait qu'on ne partage pas tout au même instant. Laisser une part pour plus tard, c'est déjà une manière d'aimer. Ils ne restèrent pas longtemps. Le corps demande ses limites, la fatigue se venge si on oublie de la saluer. On remonta les 4 étages plus lentement encore. Avant de franchir la porte, Claire chercha la main de son frère et la serra. Elle dit « J'ai été à la récréation ». Il répondit « Je sais ». Le lendemain, la petite tige au rebord de la fenêtre de la classe avait gagné 1 millimètre. Cela ne fait rire personne, 1 millimètre, quand on a vu un enfant sourire. Le temps, par la suite, se remit à faire son office de temps. Il reprit ses habitudes, ses écarts. Parfois, il allonge les jours, parfois il les plie, parfois, on ne comprend pas sa grammaire. Une nuit, que personne ne choisit, la maison fut plus silencieuse que d'ordinaire. Les professionnels du silence savent reconnaître ces jours-là. Un verre qu'on repose avec trop d'attention, une chaise qui ne grince pas, une lampe qu'on allume en appuyant 2 fois sur l'interrupteur sans y penser. Sur la table de la cuisine, près du petit bouquet de feuilles séchées, la pomme resta entière jusqu'au matin. Julien s'assit, prit la pomme dans ses mains et la garda longtemps. Il n'y a pas de mots pour ces heures-là. Alors on serre les choses pour qu'elles nous serrent en retour. La maîtresse, ce jour-là, posa sa main sur la table de Julien en entrant, comme on pose une pierre plate au milieu d'un courant trop fort. Elle ne demanda rien. Elle parla plus lentement à la classe, les laissait sans...
Kichelas laissa des silences respirer entre les phrases. À la récréation, Julien sortit son linge blanc, 2 pommes. Il n'en croqua aucune. Il resta assis, les 2 fruits dans ses mains, et on aurait dit qu'il tenait la tête d'un oiseau au creux de ses paumes pour la protéger. La cour avait retrouvé ses cris, mais autour de lui, un cercle plus calme semblait s'être tracé, s'ancrait. Les enfants jouaient à côté de lui, comme on marche à pas de chat dans une pièce où quelqu'un dort. Le soir, il posa la pomme sur la table. Comme chaque soir, il ne la donna pas. Il la posa seulement. Il tourna la tête vers la fenêtre. La chaise, à côté, resta vide. La mère passa derrière lui, posa ses doigts sur ses cheveux et les retira aussitôt, comme si le geste brûlait. Le père s'assit, cet homme qui ne s'assoit jamais à cette heure-là, et il resta. On resta. Parfois, rester était la seule forme possible de courage. Les jours suivants ne s'emboîtèrent pas bien. Il grinçait. Julien continuait pourtant à déplier le linge blanc à la récréation. 2 pommes. Il apprit qu'on peut tenir une promesse même quand celui à qui on l'a faite n'est plus là pour la recevoir. Il mangea un peu, parfois. Souvent, il replaça une des pommes dans son sac sans y toucher. En classe, il guettait le pot au rebord de la fenêtre. La tige, ignorante du malheur des hommes, poursuivait sa logique verte. Les premières vraies feuilles prirent un vert plus sombre. On changea le pot pour un plus grand. Un samedi, le père, la mère et la maîtresse, à 3, sans beaucoup parler, passèrent au directeur une demande qu'on n'a pas l'habitude de formuler. Planté dans la cour, à côté du marronnier, un arbre qui plus tard serait assez grand pour fabriquer de l'ombre à son tour. Le jour choisi fut gris. Les enfants entourèrent le trou déjà creusé, penchés comme des fleurs autour d'un bassin. La maîtresse tint la tige et la motte. Le père posa une main, la mère une autre. Julien, lui, avait dans sa poche le dessin de Claire. Il glissa le papier, plié en 4, au fond du trou, contre la terre froide. On versa de la terre par-dessus, on tasse, on arrosa. Et ce fut tout. Les grands moments ne sont pas bruyants. Ils ont le son de la terre qu'on remet à sa place. Quand la classe réintégra les rangs, la maîtresse écrivit à la craie, sous la date, une phrase que personne n'effaça le soir venu. « À ceux qui ne sont pas là, nous gardons une place. » Cela suffit pour baptiser l'arbre sans cérémonie. Le printemps avança avec une douceur attentive, comme si, prévenu, il se coordonnait enfin au vivant. L'ombre du marronnier changea de forme dans la journée, et tout près, une ombre miniature, encore imparfaite, commença à prendre ses marques sur les dalles. Les oiseaux, ignorant des plaques et des phrases à la craie, se posaient indifféremment sur l'une ou l'autre branche. Les enfants reprirent leurs courses, leurs cris, leurs marchandages. De temps en temps, l'un d'eux, sans raison apparente, sortait de sa poche un biscuit en double, une clémentine de trop, et la déposait sous le petit arbre, en bas, à l'abri. Personne n'avait demandé cela. Les gestes apprennent à se répandre seuls, comme les rumeurs, mais avec plus de bonté. Julien, assis sous le marronnier, s'habitua à regarder les 2 ombres côte à côte. Il continua de déplier son linge. 2 pommes. Au début, il en posait une au pied du petit arbre avant de rentrer. Puis, il comprit que la terre n'en a pas besoin. Alors, il s'assit près du tronc fin, il parla sans beaucoup de mots. On peut parler en silence quand on a appris la grammaire de l'absence. Et il croqua. Il croqua pour 2. Comme il avait attendu pour 2. Comme il avait planté pour 2. Il leva les yeux vers la fenêtre de la classe. Le rebord était vide maintenant, la vie avait pris sa place dehors. Les années, ensuite, ne prirent pas la peine de prévenir. Elles passèrent. C'est leur métier. Le petit pommier prêta plusieurs fois une fleur au printemps. Un matin, au bord de juin, une boule verte, minuscule, pendit à la branche comme un bouton de chemise mal accroché. On la surveilla avec une ferveur ridicule et magnifique pendant des semaines. Elle grossit, prit des joues, se teinta de jaune, rosit. L'automne l'acheva. On décida, à voix très basse, de ne pas la laisser tomber seule. La classe entière sortit à la récréation. La maîtresse demanda à Julien d'approcher. Il leva la main, il toucha le fruit du bout des doigts, il le tourna doucement, juste ce qu'il faut pour que le pédoncule cède dans un soupir. La cour, ce jour-là, ne cria pas. Le cercle silencieux autour de lui, sans craie, s'était reformé. On lui tendit un couteau au bord arrondi, celui des ateliers.
Il coupa la pomme en deux moitiés nettes, 2 demi-cercles parfaits. Il en tendit une à la maîtresse, et sans réfléchir, il déposa l'autre contre le banc, à l'endroit exact où l'ombre de l'arbre se cassait. Il recula d'un pas et sourit, d'un sourire qui avait l'âge de tous les hivers et de tous les printemps qu'il avait traversés. On ne raconta pas cette scène dans les journaux du quartier, il n'y eut pas de photo officielle, mais tous les enfants présents gardèrent dans un coin de la bouche, longtemps, le goût de cette pomme-là, un goût d'acide et de sucre, de soleil et d'ombre, de présence et d'absence dans la même bouchée. Plusieurs d'entre eux, plus tard, sans lien apparent, apprirent à garder une chaise libre dans un bus bondé, à mettre de côté une part de gâteau pour quelqu'un qui n'était pas encore arrivé, à glisser une seconde feuille blanche à côté de la leur à la bibliothèque. Ils n'auraient pas su dire pourquoi. Les gestes, quand ils deviennent habitude, n'ont plus besoin d'explication. Julien n'apporta pas moins de pommes. Il en apporta autrement. Parfois, il n'en avait qu'une, d'autres fois, il en avait 2, et il en tendait une à un nouveau qui n'avait pas encore appris le plan de la cour. Il ne parla jamais beaucoup de Claire. Il portait sa présence comme on porte une lumière dans une poche. On la sent, on sait qu'elle est là. On vérifie de temps en temps de la main, on ne la brandit pas au soleil. Sous le marronnier, près du petit pommier, il s'assit encore, les saisons suivantes, et il prit l'habitude d'observer ceux qui arrivaient et en courant, et ceux qui restaient au bord. Il finit par s'asseoir, souvent, près de ceux qui restaient au bord. Il ne leur parlait pas tant que ça. Il dépliait simplement un petit linge blanc, et dedans, il y avait, certaines fois, 2 pommes. Un jour de rentrée, la maîtresse, plus de cheveux blancs, la même voix adoucie par les années, écrivit à nouveau au tableau une phrase qui tenait sur une ligne. Aimer, c'est garder une place et se souvenir de la remplir. Elle nettoya la craie sur sa jupe, se tourna vers la classe et vit sur le rebord, à la même place qu'autrefois, un pot. Il était vide. Un élève du premier rang leva la main. « On peut recommencer ?» Elle sourit. « Oui, on peut toujours recommencer. » Dans la cour, 2 ombres travaillaient côte à côte. La grande, habituée des saisons, et la jeune, sûre d'elle désormais. Au pied des troncs, des miettes de biscuits oubliés, un quignon de pain, parfois un fruit en double. Les dalles, coupées de lignes grises, avaient appris une géographie nouvelle, celle des gestes qui se répètent et font tenir les mondes. Le vent passa entre les branches, léger. On aurait juré qu'on entendait un rire, un de ces rires clairs qu'on croit perdus, et qui reviennent quand on croque dans une pomme juste à l'endroit où le sucre se cache. Et la récréation, ce jour-là, eut le goût exact de ce qu'on se promet de mieux quand on est petit et qu'on décide, sans discours, de partager.